Salut à tous, c'est Julien Ponce et je reprends les enregistrements en 2015. C'est le premier tuto enregistré en 2015. Il y en a un qui a été publié la semaine dernière, tout début janvier, mais qui a été enregistré fin 2014 et qui était le premier tuto d'ailleurs enregistré en 4K qu'on appelle plutôt, et c'est d'ailleurs un peu plus juste, l'Ultra HD, c'est-à-dire en gros 4 fois la taille de la HD, alors 2 fois en largeur, 2 fois en hauteur, ça veut dire qu'il y a 4 fois plus de pixels. 4K, ça voudrait dire que ça fait 4000 pixels de large. Malheureusement, c'est pas tout à fait vrai, donc on appelle ça la 4K, mais c'est bon. On va pas rentrer dans les détails. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer toute cette nomenclature, ou d'ailleurs on sait pas encore trop quel va être le terme. Normalement, c'est Ultra HD, donc 3840 par 2160. Ça vous permet d'avoir une meilleure qualité d'image. C'est beaucoup plus lourd pour moi à travailler et à enregistrer, donc là le flux caméra que vous avez n'est pas en Ultra HD, puisque je shoot avec un 6D, donc je fais pas de la 4K avec un 6D. Par contre l'écran là, le screencasting lui sera en Ultra HD. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une interface beaucoup plus lisible, même sans avoir un écran 4K. Alors si vous avez un écran 4K, et à terme ça viendra, parce que pour l'instant c'est le début, mais en gros le délire Retina, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle chez Apple, mais c'est, on va dire, le terme commercial peut être plus facile à comprendre pour tout le monde. C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire on va augmenter la résolution des écrans, il n'y aura pas plus de place, parce que 4000 pixels de large, enfin 3840 ça fait beaucoup, et ce serait tout petit. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on dessine les typos, l'interface en 2 fois plus gros. Ce qui veut dire qu'on a la même proportion, c'est-à-dire en gros une frame qui ressemble à de la HD, enfin qui a la même place que la HD, mais comme tout est rendu en deux fois plus gros, du coup on a 2 fois plus de pixels pour décrire les choses, et donc la typo, l'interface, et les photos, elles, par contre, sont rendues à la taille 1 pour 1, c'est-à-dire c'est les vrais pixels qui s'affichent, il n'y a pas d'interpolation, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un intérêt à vous proposer des tutos en 4K. YouTube est maintenant compatible. Donc là, si vous regardez ça sur YouTube, vous aurez la possibilité d'afficher le flux 4K. Malheureusement, pour d'autres systèmes de diffusion, que ce soit sur tuto.com ou sur mon site plus tard, sur julienponce.com, qui devrait ouvrir bientôt, c'est un peu plus difficile parce que c'est très gourmand en termes de bande passante, donc c'est très très cher à diffuser. Je pense qu'on y passera à terme, mais pour l'instant évidemment c'est plus facile en tout cas pour les tutos gratuits là, comme c'est le cas aujourd'hui, de passer par YouTube, puisque YouTube vous fournit cette infrastructure gratuitement, c'est-à-dire que moi je paye pas pour diffuser et vous payez pas, puisqu'évidemment c'est vous le produit, comme vous le savez sur les produits Google, c'est la publicité qui est diffusée. Alors sur ma chaîne il n'y a pas de publicité, mais c'est grâce à la publicité bien entendu, vous savez que YouTube peut vivre. Alors ça veut dire que même si c'est un petit peu plus difficile à enregistrer pour moi, c'est quelque chose que je vais essayer de faire systématiquement. Je l'ai annoncé, je vais essayer de m'y tenir. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à me les faire à ce niveau-là. Vous avez donc en bas la petite roue crantée là, sur YouTube, qui vous permet de switcher en 4K, c'est-à-dire 2160p, ça veut dire 2160 lignes en hauteur, et vous allez voir ce que ça donne et vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus net, beaucoup plus lisse, c'est vraiment mieux pour suivre un tuto. C'est un peu plus gourmand en bande passante, mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas, ben vous avez de toute façon le flux HD, bien entendu, comme d'habitude, qui lui marche très bien. Et comme ça, au moins, tout le monde est content. Donc le tuto du jour, après cette petite introduction pour le début de l'année, c'est comment retoucher un coucher de soleil vite et bien. Donc toujours un objectif de productivité, c'est-à-dire vous apprendre à faire quelque chose dans les règles de l'art, enfin en tout cas avec des techniques utilisées par les pros, mais sans y passer 100 ans non plus. Il y a d'autres tutos que je fais qui sont évidemment plus élaborés, plus premium comme on dit, sur tuto.com, où là je vous donne vraiment tous les détails, et c'est tout de suite un petit peu plus long forcément, mais là j'ai envie de vous montrer des astuces qui vont vous être utiles immédiatement, et sans pour autant vous bassiner avec tous les détails techniques. Alors je sais qu'il y a une certaine audience qui veut ces détails techniques, et puis une autre audience qui veut juste arriver au résultat. Alors aujourd'hui le but c'est de faire quelque chose vite et bien. Donc je vous ai amené une photo, je vais l'importer dans un catalogue, c'est un catalogue qui est tout neuf, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre. Je vais appuyer sur E pour avoir cette image. Et donc on est dans un cas de figure de coucher de soleil ici qui est assez typique, dans le sens où c'est un contre-jour. Forcément quand le soleil est à l'horizon, donc déjà c'est le coucher du soleil, donc il y a moins de lumière. Là on est en plein jour, vous voyez pas dehors parce que la lumière est faite sur moi, donc la vitre derrière moi est surexposée, mais évidemment en pleine journée il y a beaucoup de lumière. Au moment du coucher du soleil, bien entendu il y a moins de lumière, et donc le sujet qui est au premier plan, comme vous voyez le cas ici, ce sont les immeubles, le bateau, la rivière. Ben eux sont plus sombres, puisque ils renvoient moins de lumière, puisqu'ils sont eux-mêmes moins illuminés.
Donc c'est très difficile parce que si je fais la mesure sur les immeubles pour que eux soient clairs, ça veut dire que je vais devoir laisser mon diaph ouvert plus longtemps, avec donc l'obturateur ouvert plus longtemps, et avec un diaph plus gros, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir plus fort, de manière plus grande. Plus grand, plus longtemps, égale plus de lumière qui rentre. Le truc, c'est que si la lumière rentre sur ces immeubles, et là le bateau au premier plan, etc., elle rentre du coup aussi trop fort par rapport au ciel qui lui envoie beaucoup de lumière. Et donc mon ciel serait complètement blanc si j'avais fait la mesure sur le premier plan. Inversement, là j'ai fait la mesure sur l'arrière-plan, donc le coucher du soleil, qui lui du coup est nickel, hein. Si on zoome, on a, vous le voyez, tous les détails, il n'y a rien de surexposé là, c'est vraiment, tout est bien, vous voyez, c'est bien laiteux, il y a tous les petits détails, c'est même limite cotonné au niveau des nuages, on a toutes les petites variations qui vont bien, c'est plutôt un joli ciel, mais devant, malheureusement, c'est sombre. Et c'est même sous-exposé, c'est trop noir. Donc, on va passer en développement, et je vais vous montrer sur quoi on peut agir pour corriger ce problème, et quelle va être la conséquence aussi de cette retouche, puisque malheureusement, il y a un prix à payer. Quand on a un défaut sur une photo, on s'en tire pas forcément sans dommage. Donc ici, ce qui va se passer, vous vous en doutez, c'est que je vais faire ressortir du bruit, puisque un appareil photo numérique a plus d'informations, enfin capte plus d'informations dans les hautes lumières, et beaucoup moins dans les basses lumières. Si ces basses lumières, j'envoie de la lumière dedans, c'est-à-dire je révèle et j'éclaircis les pixels, comme ils ont été très mal décrits à la base par l'appareil photo, eh bien je vais faire ressortir du bruit parce que le signal aura été amplifié à cet endroit. Et l'amplification du signal est une amplification électronique, donc c'est pas les photons qui sont venus frapper le capteur, etc. Il n'y a pas eu la lumière est pas vraiment arrivée jusqu'au capteur, c'est le peu de lumière qui est arrivé a été amplifié. Et vous savez ce qui se passe quand on amplifie un signal qui est faible, on fait ressortir du bruit. C'est pareil avec un micro, il vaut mieux faire une captation de son à un bon niveau de gain pour bien entendre ma voix, ce qui j'espère devrait être le cas ici. Alors que si j'oublie de monter le gain et que je capte un faible volume, un tout faible volume, si ensuite avec un logiciel comme Audition par exemple, je pousse le volume, c'est-à-dire j'augmente le gain, que j'amplifie le signal, eh bien je vais faire ressortir tous les petits défauts qui sont intrinsèques, c'est-à-dire l'électronique, les résonances, les vibrations. Alors là vous voyez que c'est monté avec j'ai un trépied, donc a priori le sol lui ne vibre pas, et ça s'appelle un shock mount, ou une araignée, ça dépend comment vous appelez ça, et en fait le micro ici est suspendu, c'est-à-dire que normalement il n'y a rien qui le fait vibrer. Le support lui-même est monté sur le trépied, donc on pourrait dire que si le trépied vibre, ça pourrait faire vibrer le micro, mais vu qu'il est monté sur un système d'élastique, il est complètement suspendu et donc il ne devrait pas y avoir de vibration, ce qui me permet donc d'enregistrer avec un gain un peu plus faible et d'être sûr qu'il y aura vraiment aucune vibration, même si j'amplifie, ça devrait être plutôt clean. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive un peu dans tous les systèmes, qui soient analogiques ou électroniques. À partir du moment où il y a une captation et qu'on a un signal qui est faible, à partir du moment où on amplifie un truc qui est pas très joli en fait, et donc forcément ça cause des problèmes. Donc ici il y a quand même deux glissières qui vont nous servir, c'est ombre et noir. Alors si je pousse l'exposition, le problème c'est que c'est toute la lumière qui augmente et je finis par complètement éclater le ciel, donc c'est pas bon. Si je pousse les ombres, là ça va être plus intéressant puisque ce sont uniquement les basses lumières qui vont monter. Vous voyez que le ciel ne bouge pas. Il y a que les parties un peu sombres du ciel qui bougent, mais on peut déjà, vous voyez, rééclairer complètement le premier plan et même pousser encore un petit peu les noirs pour avoir déjà une image, si on appuie sur Y pour le avant-après, qui déjà n'a plus rien à voir, et ça nous a pris 10 secondes. Par contre, si on zoome maintenant, on va zoomer plus fort quand même, parce que là c'est pas assez, regardez, le ciel est bien décrit, il est plutôt... ça pixelise pas, en gros, il n'y a pas de bruit, et puis hop, dès qu'on va dans une zone qui elle a été amplifiée, là c'est la catastrophe, on se retrouve avec une belle purée de pois, comme on dit, une expression de marin. Une purée de pois, voilà, c'est du bruit, c'est pas vraiment une purée de pois. La purée de pois, c'est quand il y a du brouillard et qu'on n'y voit pas à 50 cm. Donc c'est pas très joli le bruit, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de solutions. Donc là je suis à 800%, donc c'est forcément très très gros. Si vous publiez une image dans cette taille-là, elle va faire 7 mètres de large. Donc ça ne devrait pas être publié comme ça, mais vous voyez que là, sur une taille écran, donc là vous avez une frame qui en termes de proportion fait de la HD. Si ça passait sur une télé par exemple, ou si vous le diffusez sur un site web, ça passe, les gens verront pas trop le bruit, à moins qu'ils aillent mettre le nez dessus, qu'ils zooment à 800% comme moi ici. Alors néanmoins, on va quand même descendre un petit peu dans tous les panneaux et on va aller dans détail. Dans détail, il y a réduction de bruit, on va faire une petite réduction de bruit de 30. On va pas aller trop parce que sinon la netteté va en prendre un coup. Si vous réduisez le bruit, vous allez en fait passer un algorithme qui va adoucir les micro-contrastes
et qui au passage fait sauter un petit peu le piqué de l'image. Donc une réduction de bruit qui est trop forte, donc ce que j'appelle une réduction de bruit trop forte, c'est quand on va au-delà de 50 en fait, donc l'échelle est de 0 à 100, quand on va au-delà de 50 ça commence à être quand même un peu crado, à 30 ça passe. Même là pour une image comme ça qui ne va pas être diffusée a priori en très très grand, à moins d'en faire un tirage qui fasse la taille d'un mur, on ne devrait pas voir le bruit, donc 20 ça suffit, et on peut voir que déjà, regardez entre 0 et ici si je remets 20, on a déjà un joli petit lissage qui se met en place. On va faire sur la couleur, on peut pousser un peu plus, parce que la couleur c'est juste en fait les agglomérats de pixels rouge, vert, bleu qui se mettent à cause de l'amplification du signal. Cette réduction de bruit, elle, est relativement non destructive, c'est-à-dire que ces agglomérats rouge, vert, bleu se teintent de la couleur adjacente, donc Lightroom a un algorithme très intelligent qui permet de reteinter correctement. S'il se rend compte que c'est sur un fond rouge, il va les mettre en rouge, et c'est valable pour toutes les autres couleurs. Donc la réduction du bruit sur la chrominance, sur la couleur, est moins destructive que sur la luminance, où c'est là qu'apparaît en fait ce bruit très caractéristique qui est très laid quand on fait des impressions en très grande taille ou qu'on publie l'image en très grande taille. Là vous voyez qu'à la taille écran comme on dit, on va mettre même une taille voilà, qui s'adapte à l'écran. Franchement pour aller voir sur cet immeuble qu'il y a eu du bruit, regardez il est là-bas, hein. C'est vraiment tout petit là, à 100% on est dessus, mais à la taille de la photo ça passe. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant travailler l'image correctement, on peut pousser un petit peu la clarté pour faire pousser un peu les détails, un peu la vibrance pour faire sauter, pour améliorer les couleurs, on va dire les faire sauter aux yeux plutôt, on va surtout pas les enlever, et puis après vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire, y compris faire un petit virage partiel, faire un étalo, mettre un peu de bleu dans les noirs, enfin, là c'est à vous de voir, mais vous voyez que un coucher de soleil en contre-jour comme ça, c'est pas forcément très compliqué. Le tuto de la semaine dernière, si je fais ce tuto justement, c'est parce qu'on a fait un ciel surexposé la semaine dernière, et je vous invite à regarder la playlist Photoshop et de vous abonner à la chaîne évidemment, je vais en reparler, mais si vous allez voir dans la playlist Photoshop, vous verrez qu'il y a un tuto qui s'appelle récupérer un ciel surexposé, et ici le ciel est pas surexposé, mais on a des techniques qui sont un tout petit peu différentes pour le ciel surexposé. Et je fais ça dans Camera Raw, donc comme ça si vous utilisez aussi Camera Raw, vous pouvez aller faire ce tuto, il est gratos aussi dans la playlist Photoshop, et on est dans une configuration à peu près similaire. Donc ici là on a fini notre retouche, je vais vous montrer une deuxième méthode quand même, parce que ça mange pas de pain, comme ça au moins vous serez tranquille. Donc ça c'est un instantané, c'est pour dire, je vais appeler ça version globale, par exemple, tac, et on va mettre créer, et puis je vais revenir avec clic droit. À chaque fois je me gourre, voilà, paramètres réinitialisés, c'est-à-dire je reviens au truc par défaut, et en fait l'autre méthode qui est de ne pas utiliser les glissières ombre et noir, mais d'utiliser en fait le pinceau, qu'on appelle le pinceau de retouche. On va double-cliquer sur effet pour être bien sûr de tout remettre à zéro, parce que sinon il se rappelle du réglage que vous avez fait avant, et là moi en l'occurrence c'est un réglage qui doit dater d'il y a 3 semaines, parce qu'entre temps c'était Noël, je suis parti en vacances, enfin bref, ça veut dire que vous pouvez réinjecter un réglage sans faire exprès parce que ça date d'il y a 3 semaines, donc c'est pas génial. Donc on double-clique sur effet, c'est une astuce qui est bien planquée, il y a pas grand monde qui est au courant de cette astuce, elle est pas très bien documentée en plus faut dire, mais bon, c'est pour ça que vous faites des tutos, c'est pour qu'on vous donne les bonnes petites astuces qui vont bien. Et alors là on a, vous le voyez, ombre, haute lumière, on n'a pas noir et blanc, on n'a pas les mêmes glissières, mais si on prend les ombres et qu'on pousse ici, vous voyez que je vais pouvoir avec le pinceau venir choisir précisément de combien je rééclaire et où je rééclaire. Par exemple, si j'ai envie de rééclairer que certaines portions de l'image, par exemple ici je prends les bâtiments uniquement, hein, je prends que l'architecture, alors là je fais un détourage qui est vraiment pas précis du tout, c'est histoire d'aller vite, mais normalement il faudrait que je zoome en appuyant sur Z, voilà. Et par exemple, ici j'ai pas rehaussé finalement la rivière, j'ai pris la décision de juste remettre un petit peu de lumière dans l'architecture, donc dans les bâtiments, mais j'ai pris la décision de ne pas venir peindre la rivière. Et donc ça me permet de faire une retouche beaucoup plus précise évidemment, et maintenant je peux arrêter le pinceau de retouche et me mettre à faire ma retouche classique, peut-être pousser un tout petit peu j'ai dit, voilà, hop, l'exposition, plus 0,20, et on n'aura pas tout à fait le même rendu. On va aller chercher ici dans le panneau instantané, on va mettre version locale, hop, version locale, cliquez sur créer, boum, et on peut comparer les deux, version globale, hop là, vous voyez que du coup, il y a beaucoup plus de choses qui sont rééclairées, ça donne quasiment un rendu HDR, alors que version locale, c'est un petit peu plus cinématographique, un petit peu plus réaliste entre guillemets, c'est-à-dire que
ça se rapproche plus de ce que produit un appareil photo, c'est-à-dire que ça respecte entre guillemets le défaut de l'appareil photo qui est qu'il ne peut pas exposer partout correctement. Sauf si on fait un bracketing et sauf si on fait de l'HDR. Donc avec ces deux méthodes, à vous de voir ce qui correspond le plus à votre esthétique. Il n'y en a pas une qui est bonne et une qui est pas bonne. Ici vous voyez que d'ailleurs on a regardé le vignettage au passage, puisque quand on fait la retouche avec les glissières en global, ça fait aussi, ça corrige aussi le vignettage au passage. Alors par contre, il y a un truc qu'on n'a pas corrigé sur les deux, c'est cette aberration chromatique qui est très caractéristique des shoots au grand angle. Donc à la périphérie de la lentille, les couleurs primaires n'arrivent plus à s'aligner et donc on a une aberration chromatique, donc une frange magenta, une frange verte. Ça se corrige très facilement en allant dans les profils de l'objectif, ici. Donc on va activer le profil de correction, ça va au passage, je vais remettre le zoom normal. Ça va corriger un petit peu la torsion et le vignettage. Et si maintenant je zoome sur les immeubles, je vais aller dans couleur, à côté, c'est juste à côté. Et je vais cliquer sur supprimer l'aberration chromatique. Et poum, vous voyez qu'elle disparaît. Ça c'était très pénible à corriger avant, maintenant on le fait en un clic. Et alors ça par contre, je vois pas de raison de ne pas le faire. Puisque c'est vraiment pas très joli l'aberration chromatique. En général, on la rajoute au cinéma par exemple quand on fait des effets spéciaux, c'est-à-dire qu'on la nettoie quand on reçoit les rushs. Les studios d'effets spéciaux font leur travail et à la fin, ce qu'on appelle au compositing et au color grading, les gars rajoutent de l'aberration chromatique pour que ça fasse plus vrai. C'est-à-dire que comme en général on rajoute des éléments en CG, en 3D, par exemple là j'aurais pu rajouter un faux bateau ou un Godzilla qui se balade en plein milieu de la rivière. Pour qu'il ait l'air vrai, qu'il se mélange bien avec le reste, on rajoute de l'aberration chromatique pour que on ait l'impression que ça a été capturé avec en réel quoi. Bon, là en photo, quand on veut faire une belle photo, quand on veut l'encadrer, l'imprimer, la publier sur le web, je vois pas de raison de laisser l'aberration chromatique. Maintenant, si vous voulez faire des photos un petit peu trash, pourquoi pas, vous pouvez la laisser et puis vous pouvez en faire un parti, mais en général on a plutôt tendance à l'enlever. En tout cas voilà pour corriger un coucher de soleil. Il y a, je pense, d'autres méthodes, peut-être en passant dans Photoshop. Donc vous avez vu que c'est quand même assez rapide, on n'a pas vu tous les détails, puisqu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous montrer une méthode qui marche vite et bien, et vous avez vu que sans les explications, là, globalement, on met 30 secondes pour la refaire, cette photo. Alors après, il y a tout l'aspect étalonnage, essayer de lui donner un look, essayer de l'optimiser pour le web, etc. Mais tout ça, ça ne nous concerne pas dans ce tuto. La partie corriger le coucher de soleil est en fait très rapide. Et là, maintenant, on pourrait intervenir avec des filtres gradués, booster un peu la couleur du soleil, faire sortir un petit peu le rouge, faire ressortir les nuages, prendre le pinceau, peindre avec de la clarté, enfin bref, on pourrait faire plein de trucs, mais ça concerne plus vraiment spécifiquement le sujet qui est de corriger ce contre-jour et ce coucher de soleil qui, en raison de l'exposition que j'ai choisie sur ce shoot en particulier, fait en sorte que le premier plan est trop sombre, et que donc il faut le récupérer. J'espère que ce sera utile pour vos prochaines retouches. Je vous invite à consulter ma page officielle facebook.com/julien.uk, tout attaché. On y parle évidemment d'infographie, de retouches photos, de jeux vidéo, de cinéma, et de plein d'autres choses qui peuvent intéresser les créatifs, des trucs d'inspiration, des films, enfin bref. Essayez de lâcher un petit like parce que ça fait partie d'un très bon moyen pour me suivre et aussi d'un bon moyen pour me contacter, puisque via la messagerie de Facebook vous pouvez envoyer des pièces jointes, etc. J'essaye de répondre à tout le monde dans les plus brefs délais en fonction de mes dispos. Si vous regardez ce tuto sur YouTube, vous êtes donc, j'imagine, déjà sur YouTube. Pensez juste à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de trouver automatiquement les nouvelles vidéos dans votre flux quand vous irez ici dans mes abonnements. Vous avez d'autres playlists comme par exemple Photoshop CC créatif, trucs et astuces. Donc là vous venez de regarder un tuto Lightroom. Vous avez aussi une tonne de tutos Photoshop, donc a priori un par semaine. Donc voilà, le fameux récupérer un ciel surexposé dont je vous parlais, il est là. Allez le consulter parce que c'est un petit peu le petit frère de ce tuto, mais hop, sur Camera Raw, et avec un autre problème qui est que ici on a le soleil pile en face. Et au lieu d'être bien exposé comme c'était le cas aujourd'hui, en fait le soleil il était surexposé. Je vous montre donc qu'on peut récupérer de la surexposition, alors que là aujourd'hui là on vient de récupérer une sous-exposition. Et puis enfin évidemment sur tuto.com pour me trouver c'est hyper simple, vous tapez Julien Ponce tout attaché, hop, et vous voyez mon profil qui ressort, et vous allez pouvoir afficher en un clic automatiquement tous les derniers tutos publiés, les tutos gratuits, les tutos par logiciel, classés par les plus populaires, les plus récents, les mieux notés, il y a que l'embarras du choix. Essayez d'aller choper tous les tutos gratuits, vous voyez que là sur la première page il y en a plein qui tombent, il y a plein de trucs à aller apprendre, à aller voir, il y a même des tutos gratuits qui à l'époque ont été publiés quand j'avais pas de chaîne YouTube, donc ça veut dire qu'il y a des tutos gratos qui sont exclusifs à tuto.com, comme par exemple ici
le tuto sur le digital blending, ça s'appelle le digital blending, les bases en 30 minutes. Et pourquoi je vous parle de celui-là spécifiquement? Parce qu'en fait, quand on a un problème de contre-jour et qu'on doit exposer deux sujets qui ont des luminosités très différentes, comme par exemple ici une photo de Big Ben, eh bien on fait soit une pause longue, soit on prend en fait deux photos qu'on mélange, une pour l'arrière-plan et l'autre pour le premier plan. Et c'est d'ailleurs par exemple ce que j'aurais dû faire sur le coucher du soleil, mais ça peut poser d'autres problèmes, comme par exemple ici des ghosts, des traînées, parce que les sujets se déplacent, bref, il y a plein de choses intéressantes sur ce sujet, et en 30 minutes, ce tuto gratos vous apprendra à faire ce qu'on appelle donc un digital blending. Il est gratos, il a été plutôt bien noté, donc je remercie tous ceux qui l'ont pris et qui ont laissé une bonne note, donc ne vous en privez pas, si vous avez... Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est quand même un bon moyen d'aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque là c'est un tout petit peu plus compliqué, il faut mélanger deux photos, et puis il y a des petits trucs techniques à savoir, l'utilisation d'un trépied, etc. Mais allez voir définitivement ce tuto si ce sujet vous intéresse. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur un petit like pour aider ma chaîne à être un petit peu plus populaire sur YouTube et à la faire connaître auprès d'autres photographes qui sont intéressés pour apprendre la retouche. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dans le prochain tuto. Salut!